vous présenter une revue systématique que j'ai réalisée dans le cadre de ma thèse, qui est à propos des études qui reconstruisent des réseaux d'établissements de santé à partir de données de transfert de patients. Encore? Non, mais plus. Ah, d'accord, merci. Donc, d'abord, pour un peu de contexte, si on s'intéresse à des patients qui sont dans une unité d'un hôpital, fréquemment, ils vont être transférés à d'autres unités de cet hôpital pour plusieurs raisons. Par exemple, si leur cas s'aggrave, ça peut être en soins intensifs, en réanimation ou d'autres cas. Du coup, on a un réseau de transfert de patients à l'intérieur de cet hôpital. Cet hôpital n'est pas isolé de la communauté, il y a régulièrement des admissions et des sorties. Et également, à cet hôpital est en connexion avec d'autres hôpitaux par des transferts de patients inter-établissements. Donc, par exemple, si le cas d'un patient nécessite des équipements spécialisés qui ne sont pas présents dans cet hôpital. En plus de ça, il y a également des transferts de patients entre les hôpitaux et d'autres types d'établissements de santé, comme par exemple les EHPAD, particulièrement les EHPAD, puisqu'ils accueillent des personnes âgées et donc qui nécessitent plus fréquemment des soins médicaux. Donc, comme on peut le voir, il y a tout un réseau d'établissements de santé qui sont fortement interconnectés par les transferts de patients. Et ces transferts de patients jouent un rôle fort dans la propagation de pathogènes entre ces établissements. Et donc, connaître la structure du réseau peut nous aider à mieux comprendre les dynamiques de propagation de ces pathogènes. Voilà, donc plusieurs études ont reconstruit ce type de réseau ces dernières années. Je vais en présenter rapidement quelques-uns. Donc, le premier réseau qui a été reconstruit était aux Pays-Bas par l'équipe de Donker. Et donc, c'était un réseau inter-établissement à l'échelle nationale. Donc là, les points rouges, ce sont des hôpitaux universitaires, et les points noirs sont des hôpitaux plus périphériques. Et donc, les auteurs ont tenté de mettre en rapport la position de l'hôpital dans le réseau, le plus ou moins connecté, et il me semble que c'est l'incidence de MRSA au sein de cet hôpital. Et donc, ils ont trouvé une corrélation positive. Et donc, leur conclusion, c'était de plutôt cibler les stratégies de surveillance sur ces établissements qui étaient très connectés pour mieux contenir les épidémies. Un réseau a également été reconstruit en Angleterre, également à l'échelle nationale. Cette fois-ci, les auteurs ont mis en rapport la prévalence de MRSA et la position des hôpitaux au sein du réseau, et ont également trouvé des corrélations positives. En Écosse, Ok, les gens indiquent. Ah oui, en Écosse, un réseau a également été reconstruit, et cette fois-ci, les auteurs ont simulé la mise en place d'un système de surveillance par des établissements sentinelles. Donc, les établissements sentinelles sont des établissements choisis stratégiquement en fonction de leur position dans le réseau, et c'est à eux qu'on va appliquer des stratégies de surveillance plus poussées. Donc, ils ont comparé ce système de surveillance par des établissements sentinelles au système de surveillance classique que l'Écosse utilisait, et ils ont trouvé que ce réseau de sentinelles pourrait être plus efficace. Voilà. Également aux États-Unis, donc un réseau a été reconstruit et les auteurs ont trouvé que la position dans le réseau des hôpitaux était corrélée à la prévalence de sédif. Et également, en France, un réseau a été reconstruit notamment par Laura, une ancienne doctorante. Et donc, une des conclusions était qu'il est possible de trouver des hôpitaux clés qui pourraient constituer une base pour établir un système de surveillance. Voilà. Hop, donc ça, je vous ai présenté des réseaux inter-établissements, mais également des réseaux intra-établissements, donc inter-unités, qui ont été reconstruits. Donc, par exemple, ici à Uppsala, en Suède, ça, c'est un réseau un peu particulier, parce qu'il n'a pas été reconstruit dans une logique de simuler un modèle épidémique derrière. Les auteurs voulaient évaluer la performance de l'hôpital. Donc, ils ont fait ce réseau pour voir quel transfert de patients n'était pas efficace, et donc pour proposer des améliorations de trajectoire de patients dans une optique d'améliorer la performance de l'hôpital.
Voilà, et pour finir, donc là, c'est un hôpital à Séville, en Espagne, où cette fois-ci, donc, les auteurs ont simulé un modèle épidémique et leur objectif était de trouver quelles unités étaient les plus critiques dans la propagation de pathogènes. Et donc, ils ont trouvé que c'était surtout les soins intensifs. Voilà, donc pour synthétiser un peu, les réseaux d'établissements de santé sont très utiles. Il est possible de faire des analyses descriptives qui permettent d'identifier des hôpitaux clés, des groupes d'hôpitaux clés, et aussi d'évaluer les caractéristiques du réseau et puis les vulnérabilités. Et également, il est possible de créer de développer des modèles mathématiques de transmission de pathogènes sur ces réseaux, et ensuite donc, de proposer et évaluer des stratégies de surveillance et de contrôle de pathogènes. Donc, en Angleterre, il y a un exemple de ça. Donc, une étude en 2014 a proposé un système de surveillance avec des établissements sentinelles et donc a montré que ce système-là pouvait diminuer le temps moyen de détection des épidémies par plus de 20%, comparé à si on choisit les établissements aléatoirement. Et donc, ces résultats sont en ce moment utilisés pour conceptualiser toute la surveillance nationale pour ces livres. Voilà. Donc, des revues antérieures ont synthétisé plusieurs aspects des réseaux d'établissements de santé. Une revue en 2017 s'est focalisée sur uniquement les études qui développaient des modèles mathématiques de transmission de pathogènes sur ces réseaux. Une autre étude en 2018 s'est focalisée sur les transferts de patients entre médecins et pas entre établissements de santé. Et enfin, une dernière en 2024 s'est concentrée sur la quantification des relations entre healthcare providers, donc ça peut être des médecins ou des établissements de santé. Pardon. Cependant, à notre connaissance, aucune revue systématique jusqu'ici s'est intéressée à toutes les études qui reconstruisaient des réseaux d'établissements de santé, que ce soit entre établissements ou entre unités. Donc, nos objectifs étaient, premièrement, de faire une revue systématique de ces réseaux, de synthétiser les hypothèses méthodologiques qui sous-tendaient la reconstruction de ces réseaux, de les caractériser, et puis, dernièrement, de décrire les analyses qui ont été faites sur ces réseaux, dont les modèles mathématiques de transmission de pathogènes. Donc, concernant nos critères d'inclusion et d'exclusion, les études devaient être des articles de recherche originaux, présenter un réseau construit à partir de données observées de transfert de patients, pas simulées. Les nœuds devaient être des établissements de santé ou des unités ou des groupes d'hôpitaux de santé. On a exclu la médecine de ville et les liens entre hôpitaux devaient être des transferts de patients. Le réseau devait avoir au moins 3 nœuds et on a exclu toutes les études qui sélectionnaient une partie de leurs patients à partir d'une maladie. Par exemple, des études où on reconstruit des réseaux sur uniquement les patients atteints de maladies cardiaques. Donc là, on a exclu ces études. Voilà, concernant la sélection des études, donc on a exploré 3 bases de données, PubMed, Scopus et I3E, jusqu'au 1er octobre 2025. Après la suppression des duplicats, on avait environ 3000 études à screener sur le titre et l'abstract. On a fait ça avec Victor Renaud de l'Université de Nantes. Ça nous a laissé 511 études à screener sur le texte entier. Voilà, donc pendant cette étape de screening sur le texte entier, si on incluait un article, alors on regardait ses références et on regardait si elles matchaient nos critères d'inclusion et d'exclusion. Et si oui, alors on incluait cette étude également dans la revue. Donc on a 12 articles en plus dans notre revue avec cette méthode, qui nous va amener à 79 articles en tout. Voilà, au niveau des résultats descriptifs, donc à gauche, on a le nombre annuel d'articles publiés. Donc les articles inclus ont été publiés entre 2010 et 2025, avec un pic en 2017. À droite, on a les catégories de journaux dans lesquels ces articles ont été publiés. Et ce qui saute aux yeux, c'est une grande diversité de catégories. On a bien sûr des journaux de santé publique, épidémiologie, maladies infectieuses, mais également des journaux de sciences sociales, informatique appliquée à la santé, mathématiques, statistiques, etc. Voilà, donc concernant la géographie des réseaux, donc, les 79 articles ont présenté 50 réseaux uniques. Ça, c'est dû au fait qu'un réseau peut être présenté par plusieurs articles qui présentent plusieurs aspects de ce réseau.
Donc, on avait 5 réseaux nationaux, 33 donc, qui sont en bleu sur la carte, 33 réseaux subnationaux en vert sur la carte, et 12 réseaux intra-hôpitaux à l'échelle d'un hôpital ou d'un groupe d'hôpitaux. Donc, ce sont les points orange. Donc, 45 réseaux sur 50 ont été reconstruits en Europe ou en Amérique du Nord, avec seulement 5 réseaux en Asie et en Australie. Donc, on retrouve les réseaux dont j'ai parlé en introduction, donc, aux États-Unis, en France, Écosse, Angleterre et Pays-Bas pour les réseaux inter-établissements, et aussi Séville et Uppsala pour les réseaux intra-établissements. Et puis également une grande diversité d'autres réseaux. Notamment, la Californie était très populaire, avec 3 réseaux en tout qui ont été 24 qui ont été faits de cette région. Voilà, donc ici, on s'intéresse aux bases de données de transfert de patients qui ont été utilisées pour reconstruire le réseau. Donc à gauche, on a le type de base de données. On voit qu'une majorité des réseaux ont été reconstruits à partir de bases de données d'assurance de santé, que ce soit public ou privé. Donc, par exemple, en France, ça correspond au PLSI, aux données du PLSI. Et aux États-Unis, c'est Medicare qui a été utilisé. À droite, on a les durées de base de données utilisées. Donc, on a une assez grande diversité de durées, d'entre 3 mois et 8 ans, avec une médiane de 8 ans. Voilà, alors ce graphique montre les choix méthodologiques qui sous-tendaient la reconstruction des réseaux. Donc ici, par cercle successif. Donc si on commence par le cercle vert au centre, donc il montre que une grande proportion des réseaux incluait uniquement les hôpitaux, avec très peu de réseaux qui incluaient d'autres types d'établissements, comme par exemple les EHPAD. Le cercle bleu montre l'échelle de mouvement de patients. Donc, la plupart des réseaux étaient à l'échelle inter-établissement, avec très peu à l'échelle intra, et seulement 2 réseaux, je crois, à l'échelle intra et inter. Le cercle orange montre les définitions de transfert de patients qui ont été utilisées. Donc, une partie des réseaux se sont intéressés uniquement au transfert direct de patients, tandis que l'autre partie s'intéressait également au mouvement indirect de patients. Donc, un mouvement indirect, c'est lorsqu'un patient quitte un hôpital, passe du temps dans la communauté et est ensuite admis dans un deuxième hôpital. Donc, parmi les études qui ont considéré ce type de mouvement, le temps maximal autorisé dans la communauté pour que ce soit quand même considéré comme un transfert variait beaucoup, en fait, entre 10 jours et 8 ans pour le maximum, avec quand même 10 études qui ont considéré la durée 1 an. Voilà. Et ensuite, pour le dernier cercle, c'est la temporalité des réseaux. Donc, la majorité des études ont reconstruit un réseau statique avec donc, toutes les données agrégées, tous les transferts de patients de la base de données agrégés sur un seul réseau, et donc très peu de réseaux temporels. Ensuite, donc, pour la caractérisation des réseaux, donc ici, ce graphique montre le nombre d'établissements de santé ou d'unités qui étaient inclus dans les réseaux. C'est en échelle log, et chaque point représente un réseau. Donc, pour les réseaux qui ont été présentés dans plusieurs articles, c'est le plus grand nombre d'établissements qui existaient. Voilà, donc ce qui saute aux yeux, c'est une grande diversité de nombre d'établissements. Pour les réseaux nationaux, on avait une médiane de 826 établissements. Pour les subnationaux, 116 établissements. Et pour les réseaux à l'échelle d'un hôpital, environ 58, une médiane de 58 unités. 2 articles n'ont pas rapporté le nombre d'établissements. Voilà. Donc ici, c'est le nombre de transferts de patients par an, donc également en échelle log, et également chaque point, c'est un réseau. Donc, on a séparé les études qui ont considéré uniquement les transferts directs de celles qui ont considéré également les transferts indirects. Donc, sans surprise, inclure les transferts indirects permet de capturer plus de mouvements de patients. Comme à noter, 46 articles n'ont pas reporté ces nombres de transferts de patients. Donc, voilà, on n'a pas tous les réseaux qui sont représentés ici. Parmi ces articles, certains ont rapporté d'autres caractéristiques comme le nombre de patients uniques ou le nombre d'admissions. Voilà. Donc, ce n'est pas sur cette figure. Et parmi les réseaux qui ont considéré les transferts indirects,
18 ont considéré les réadmissions au même hôpital comme un autotransfert et donc un transfert, ce qui fait fortement augmenter les chiffres. Voilà pour la caractérisation. Ensuite, pour les analyses qui ont été réalisées à partir de ces réseaux, donc 59 sur 79 articles ont utilisé au moins une métrique descriptive. Donc, c'est une mesure qui permet de caractériser une partie d'un réseau. Donc, 70 métriques uniques ont été utilisées dans les articles. Ce graphique montre les métriques qui ont été le plus utilisées. Donc, la case est plus foncée et plus grande si la métrique a été utilisée beaucoup de fois. Donc, en bleu, on a les métriques qui permettent de caractériser un nœud. En rose, les métriques qui permettent de caractériser le réseau dans l'entièreté. Et puis en vert et en orange, ce sont des métriques qui caractérisent la connexion entre 2 ou 3 hôpitaux. Donc, ce qu'on voit, c'est que malgré la grande diversité de métriques disponibles, la plupart des articles ont utilisé les mêmes métriques. Donc, le degré, qui est le nombre total de connexions d'un nœud, ces variantes, in degré et out degré, donc les connexions reçues et émises. Et puis, au niveau du réseau, la densité, qui est donc la proportion de connexions existantes sur les connexions possibles. Donc, ça donne une idée de la connectivité du réseau. Voilà, donc l'utilisation de ces métriques est importante parce qu'elle permet d'identifier les hôpitaux clés pour notamment les stratégies de surveillance et de contrôle. Et 13 articles ont également utilisé une méthode de détection de communauté, donc pour détecter quels groupes d'hôpitaux étaient très fortement interconnectés. Voilà. Ensuite, pour les modèles mathématiques de transmission de pathogènes, donc 27 modèles ont été développés, dont 11 sur Staphylococcus, 5 sur Enterobacterales, 1 sur Enterocoque, Klebsiella pneumoniae et norovirus. Donc, la majorité des modèles étaient agent-based. Concernant les interventions qui ont été simulées, donc 15 modèles ont simulé au moins une intervention. Celles qui étaient considérées comme les plus efficaces par les études étaient donc le screening d'une proportion de patients qui arrivent et l'évaluation des patients positifs, l'implémentation d'un système de sentinelle et l'implémentation de précautions de contact pour les patients symptomatiques. Voilà, globalement, les articles disaient que les établissements grands et très connectés étaient clés dans la propagation de pathogènes et que du coup, il valait mieux les cibler eux pour ces interventions. Voilà, alors au niveau de la confiance qu'on peut accorder aux études incluses, donc on a utilisé des critères adaptés de l'outil QUAD, donc Quality Assessment for Diverse Studies. Globalement, la qualité des études était bonne. Il y a seulement 2 points à noter. Donc, le critère 7 sur les données, donc c'est la qualité de la description de la base de données de transfert de patients. Donc, la plupart des études ont seulement 2 articles ont donné accès à leur matrice de nombre de transferts entre établissements. Donc, voilà, les données brutes qui permettent de construire le réseau. Et sinon, la plupart des études ont donné seulement soit des statistiques descriptives, soit vraiment très peu de description de leurs données. Et également le critère 10, donc il y avait un manque d'implication des acteurs pour la conception d'études et puis l'analyse des résultats. Voilà, donc concernant les limites de la revue, donc premièrement, comme je vous l'ai dit, on a une grande diversité de catégories de journaux qui utilisent chacun des terminologies différentes pour désigner les mêmes choses. Donc, on a essayé d'inclure un maximum de synonymes dans nos équations de recherche pour inclure un maximum d'articles, mais il est possible qu'on en ait omis. Également, on a limité notre recherche à PubMed, Scopus et I3E, mais d'autres bases de données auraient pu peut-être nous donner d'autres articles, notamment dans les littératures grises. On a exclu, comme je disais, les réseaux qui se concentraient sur des maladies spécifiques pour avoir une vision la plus globale possible, mais voilà, ces réseaux sont quand même intéressants. On a exclu les études de mobilisation statistique et on s'est concentré sur les transferts de patients, mais les hôpitaux sont connectés par d'autres moyens. Donc, notamment, une étude s'est intéressée à la mobilité des soignants entre établissements.
Il y a également donc, les transferts de patients, enfin, entre les échanges de patients entre médecins. Et puis également des réseaux au sein même d'une unité ont été développés où chaque nœud est une planche. Donc c'est encore plus détaillé. Voilà, au niveau des conclusions, donc, on a de multiples perspectives grâce à la diversité des catégories de journaux. On a une trop grosse représentation de l'Europe et de l'Amérique du Nord, avec seulement 5 réseaux en Asie et en Australie. C'est partiellement dû à un accès illégal aux grandes bases de données de surveillance qui donnent accès au nombre de transferts de patients. Les auteurs ont pointé des variations de qualité des données, notamment, donc, par exemple, en France, on a accès au PNSI qui donne les données nationales assez facilement, mais en Allemagne, chaque région a sa propre base de données de patients, et donc ça donne des jeux de données fractionnés, et donc c'est très difficile de reconstruire un jeu de données, un réseau national. Voilà, les auteurs ont également pointé qu'il y avait des données manquantes, et que les jeux de données administratifs étaient globalement de meilleure qualité que les jeux de données de sondage. Et pour finir, donc on a des limites de la littérature dans les méthodes de reconstruction de réseaux. Donc, notamment, très peu de réseaux ont considéré d'autres types d'établissements de santé que les hôpitaux, et très peu d'études ont construit des réseaux temporels. Voilà, donc merci à tous les gens qui ont travaillé sur ce projet. Vous avez le QR code pour le préprint, si ça vous intéresse. Merci pour votre attention, et puis je peux répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Élise. Je partage. Ah oui. Je crois que... Ah oui. Est-ce que vous avez des questions? Bon, bravo déjà pour ce travail, il a l'air complexe. Je ne sais pas, en tout cas c'est intéressant les différents outils de représentation que tu as utilisés c'est quand même narratif un peu comme revue, mais je trouvais très élégant les différentes façons de représenter. Ça donne des idées en fait. Bon, je ne sais pas, peut-être tout le monde l'utilise maintenant, mais j'ai pas l'impression, pas forcément dans les revues systématiques qu'on voit. On est encore sur le schéma avec pour les études, rouge, jaune et vert, etc. Mais là, c'était très bonne synthèse. Voilà, c'était juste un retour en direct. Bon, j'aurais une question technique pour un des graphiques, mais voilà, je laisse les autres poser des questions. Moi, j'ai une question un peu naïve. Tu as montré qu'il y avait une très grande variabilité dans les réseaux. Oui. Avec des noms d'établissements, etc. Et du coup, ça, je pense que c'est lié à la population référente. C'est-à-dire, si tu fais ça en Californie, c'est pas la même chose que si tu fais ça en Sicile, je crois. Enfin, oui. C'est lié à la population, en fait. C'est-à-dire, plus la population est importante, plus le réseau est important. Oui. Et du coup, ma question, c'est parce que tu mets tout dans la revue de littérature, et du coup, est-ce que c'est vraiment la même chose, un réseau en Californie où il y a des millions d'habitants, où c'est un truc très riche, et la Sicile ou la Suède, le Sanaa, enfin, tu vois, non, c'est pas les mêmes exemples. Très différents. Et donc, oui, c'est normal qu'on ait des nombres d'établissements très différents. Voilà, c'est une manière de représenter pour avoir une idée des types de réseaux qui existent, mais c'est vrai que... Cette variation, je pense qu'elle est liée aux populations de référence. Et la deuxième truc, c'est est-ce que c'est la même chose, finalement, un réseau dans une non-population, avec peut-être beaucoup de moyens, et un réseau beaucoup plus localisé? Est-ce que c'est vraiment deux objets identiques ou... Non, c'est pas la même chose. Ouais, ça. C'est pour ça qu'on a aussi discriminé les réseaux nationaux, subnationaux, et puis à l'échelle de l'hôpital. Après, oui, même... Tu fais l'analyse séparée ou tu fais tout ensemble? La figure, cette partie de l'analyse-là est séparée, en tout cas. Et l'autre chose qui m'avait étonné, c'était le délai entre les différentes études. Il y a un délai réélection. Qui est énorme. Parce que je me dis que 8 ans, par exemple, le gars, il a pu déménager. Donc, du coup, effectivement, tu changes d'hôpital. Ouais. Par rapport à 90 jours, c'est... Ouais, c'est très... cette étude-là, en particulier, c'est très étonnant.
Après, c'est pas une étude, je pense que c'était plus de la description du réseau. Ils voulaient avoir une idée générale, ouais, des patients qui revenaient, mais c'était pas dans une optique, par exemple, d'études de transmission pathogène. Voilà, c'était plus descriptif, et donc c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont utilisé 8. Mais c'est vrai que c'est selon. Effectivement, hôpital A, hôpital B, parce que, entre-temps, la chambre de région, Ouais, par voilà. rapport à 90 jours, Oui, ça n'a rien à ça voir. n'a rien à voir. Et Mila qui est là. Oui. Merci. Et, bon, merci pour la présentation, c'était intéressant. Et j'avais une question sur l'outil que tu as utilisé pour l'évaluation de la qualité, Oui. parce que je vois que c'est un outil pour différents types d'études. Est-ce que, oui, comment tu as trouvé cet outil et peut-être ça limitait un peu ton évaluation de la qualité pour le genre d'études que tu inclus? Oui, bah, cet outil, en fait, on n'avait pas d'outil spécifique pour évaluer la qualité de l'étude qui reconstruisent des réseaux, surtout que c'est des études avec des objectifs très différents. On a des études de sciences sociales donc, qui étudient la performance hospitalière, d'autres qui font des modèles de travail épidémique. Donc, ouais, c'était assez difficile de trouver un outil qui correspondait bien. Ouais, c'est en cherchant dans la littérature, j'ai fini par trouver cet outil-là qui est bien parce que c'est diverse studies. C'est des critères assez généraux qu'on peut appliquer à des études qui sont assez différentes. Et ensuite, donc c'est un critère de notation de 0 à 3 pour chaque critère. Voilà. Et on peut choisir de dire, par exemple, cette étude-là, elle mettait 0 pour le critère description des données parce qu'il n'y a aucune donnée. 1, c'est parce qu'il y a au moins une statistique descriptive. Enfin voilà, ce qui est bien, c'est que c'est un outil hyper adaptable. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a choisi au final. Merci. Oui. Ouais, une petite question, Élise, c'est sur les papiers qui utilisent des modèles maths. Oui. On avait moins d'une trentaine. Oui. Est-ce que tu avais regardé si dans ces papiers, on a vu qu'ils mettaient en place qui simulaient des interventions? Oui. Et est-ce qu'ils ont des conclusions sur les types d'interventions qui seraient plus ou moins intéressantes à mettre en place? Ouais, donc 15 études. En fait, c'est là. Ah, je l'ai peut-être. Non, c'est pas grave. C'est là, donc 15 modèles ont simulé au moins une intervention. Et parmi celles qui ont été simulées, donc la plus simulée, c'était le screening d'une fraction de patients qui venaient. Et donc, ouais, les 3 qui sont encadrés, les études disaient que c'était les plus efficaces. Ouais, celle-ci, la modification de pattern de transfert de patients, elle a été efficace, donc elle a été testée 2 fois. Elle a été efficace pour le norovirus, mais pas pour NRSA. Donc, Ok, ouais, parce que tu n'as pas stratifié. Ouais, c'est plus difficile comme ça de stratifier par pathogène. oui, je ne l'ai pas fait. Ouais, ça aurait fait vraiment très peu. Ouais, ça aurait fait très peu de. Voilà. Sur celui-là, tu as juste la fréquence, ça pas l'efficacité, du coup, tu as fait. Non, je n'ai pas quantifié l'efficacité. Ouais. Et du coup, Voilà. par article, ils en faisaient en général plusieurs, c'est ça? Il y a plusieurs interventions ou il y en a Alors, 15, on a simulé au moins une, mais. Ouais. peut-être d'autres. Ouais. Parce que sinon, en fait, je pense que c'est dur de savoir quelle intervention est la meilleure parce que si on ne fait pas plusieurs dans le même cadre, c'est dur de savoir. Bah ouais, j'ai regardé leur comparaison entre différents articles qui, justement, sont sur des populations différentes et tout, c'est dur de savoir quelle est la meilleure. Oui, c'est ça. Bah, du coup, ouais, j'ai pas fait de figure pour ça parce que ça m'a fait. Ouais. Donc, j'ai repris ce qu'ils ont parlé. Ok. Et moi, j'avais une autre question aussi, c'était sur un des critères d'exclusion, tu as dit que tu as enlevé les réseaux où ils sont centrés que sur une seule maladie. Oui. Et ça, c'est parce que du coup, c'était quoi la raison? On voulait avoir des réseaux globaux. En gros, les études qui se concentraient sur ces patients-là, bah, du coup, c'est des patients qui ont des trajectoires très spécifiques. Donc, par exemple, les maladies cardiaques, bah, ouais, ça va être très différent d'un réseau global. Et donc, on s'est dit que
bah, c'est bien d'avoir une diversité de réseaux. On a déjà beaucoup de facteurs qui font qu'on a des réseaux très différents. Et donc là, ouais, on s'est dit que c'était mieux d'avoir des réseaux qui incluaient toute la population qu'ils avaient dans leur base. Ils sont déjà tous différents. Mais... Ouais. Ça rajouterait de la... On a de la variabilité. Okay. Peut-être juste encore une question de ma part. Alors, c'est plutôt pour ma culture générale. J'ai vu plusieurs fois maintenant ces spindles, les graphiques là, avec les... je ne sais pas comment on appelle ça en français. Violin press, non? Comment? Les violons, là. Ouais. Les violin press. Ouais, c'est ça. Je pense que j'entends pas le terme, mais c'est bon. Tu parles de quoi? Ah, tu parles des trucs en cercle? Les cercles. Non, le spindle. Le spindle. C'est juste que c'est pas, que c'est comme un box plot. C'est comme un box plot, mais. Ok, mais c'est violin plots. Les plots violons. Ouais. Alors, c'est quoi la différence avec un box plot? Alors, j'ai vu que l'échelle, elle est logarithmique, donc déjà pour un box plot, ça sera certainement difficile. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise ça maintenant? Est-ce que c'est juste un truc qui vient des modélisateurs? C'est en gros la même chose, mais voilà. Ou est-ce qu'il y a une propriété spécifique, une caractéristique spécifique qui fait que c'est plus utile? Alors déjà, moi je l'ai fait en log, mais on peut aussi tout à fait le faire sans log. Voilà. Et pour moi, c'est surtout esthétique, ça donne un petit peu les mêmes. Ça donne des informations similaires à celles des boxplots. C'est peut-être un petit peu plus informatif parce qu'on voit vraiment l'endroit où on a le plus de points. En fait, c'est ça. Bon, ça fournit, si tu peux compléter, ça fournit des informations. Tu vois la forme de la distribution. T'as pas juste, sur le boxplot, tu as juste Enfin, tu as des informations résumées, tu as la médiane, la moyenne, certains percentiles, etc. Alors que là, tu as vraiment toute la forme de la distribution. Oui, alors c'est les box plots, il est quelque part faux parce qu'il y a une surface qui correspond à rien, en fait, effectivement. Mais ici, la surface, c'est la surface qui correspond ou c'est la distance, la largeur qui correspond à la fréquence. Oui, c'est ça, c'est la largeur, la forme de ton violin plot va dépendre de la forme de ta distribution. Donc, tu peux avoir toutes les formes. Il y en a qui sont gros en bas, il y en a qui sont gros en haut. Bon, typiquement, c'est un peu comme une spindle, alors quand même. C'est ça, voilà. Ouais. Bon, et puis c'est joli, effectivement. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu un effet de mode. Voilà. Ok, le boxplot fait encore l'affaire, même si ça fait un peu vieillot, mais ça. Ok, ça marche. Mais boxplot sur logarithmique, ça, effectivement, c'est un problème. Ouais. Ok, merci. De rien. Bon, peut-être qu'on va faire. Merci beaucoup, Élise. On peut passer à la deuxième présentation parce qu'il est déjà. Ouais. Déjà 40. Damsi, si tu peux partager tes diapos, s'il te plaît. Can you share your slides, please? Okay. So yeah, I said I'm speaking on the project today. I'm going to treating people living with hepatitis B in Africa. A discrete choice experiment assessing healthcare workers' preference. So just a brief background, hepatitis B, as we know, is a serious global health challenge with approximately 254 million persons affected globally. And in some parts of the world, like in Africa, the burden is much more, where about 5 to 10% of adults are chronically infected. And amongst those who are infected, about 15 to 40% of them are at risk of progressing to complications of the liver, like liver cancer. That means there are some others who may be chronically infected, but don't progress to liver complications. So not every chronic carrier develops liver complications. So in light of these, guidelines recommend that just people who are at high risk of developing liver complications should receive treatment or antiviral therapy. And for these, you would have to do some diagnostics to stratify the risk and check if they are eligible or not for antiviral. But then in places like in Africa, where we have a high burden, this risk stratification is sometimes problematic because of the affordability of the diagnostics and maybe in the accessibility and the need for good laboratory expertise, which is always not available in this context. So because of this, there's a huge treatment gap, assuming 20% of persons who are chronic carriers are eligible for treatment. Just about 1% currently receive treatment in Africa, which represents a substantial treatment gap.
And so to address these gaps, there have been changes, there have been moves to, to take steps to address this gap. One is about simplifying eligibility assessment, which means that instead of doing maybe complex diagnostics like the HBV DNA, we can use simplified diagnostics like the hepatitis B, E antigen, which is a simpler way of assessing viral load levels in the blood, and might be cheaper and require less laboratory expertise compared to the HBV DNA, although it doesn't have the almost perfect diagnostic performance as the HBV DNA. So that's one way to simplify eligibility assessment. And then the other way is to expand eligibility criteria. For example, recently the WHO lowered the HBV DNA level from 20,000 IU per mil to about 2,000 IU per mil, thereby expanding or increasing those who may be eligible for treatment. That's kind of a partial treatment expansion. And then some others propose other method known as a full treatment expansion, or treat everybody, where a treat-all strategy where every person who is positive for hepatitis B surface antigen receives treatments, just like what is done for HIV. So these are the two ways that are being considered to improve the treatment coverage in these regions. So just a brief explanation of what the eligibility assessment looks like. Currently, what is recommended is the risk stratification, where one is positive for hepatitis B, and then you have to stratify the person's risk based on different factors, maybe like the viremia levels in the blood, or maybe the liver damage, the extent of liver damage, or the levels of the liver enzyme, and maybe co-infection. And then based on these, if the person qualifies based on these stratifications, then he or she may be eligible or not for treatment. And then the advantages of this method is that it prioritizes individuals who need treatment, because you only give treatment to people who actually need it, and that way you maximize the clinical benefits for individuals treated. But then also it's a complex method, because with these you have to do additional diagnostics, which is already a problem in Africa, and also has additional diagnostic cost, because hepatitis B is not well funded, and so in the context of Africa, many persons have to pay out of pocket. So this is the current strategy recommended. And then the proposed strategy by some experts is called the treat-all strategy, where every person who is positive for hepatitis B surface antigen receives treatment. And so this is going to simplify the treatment algorithm, because you bypass and circumvent these steps and just go straight to treatment. And so you don't require any additional diagnostic cost, and then this could help to improve treatment coverage. But then on the other side of it is that because not every person is at high risk, if you implement this strategy, that means you put some persons who are at low risk, you put them under the burden of maybe taking long-term pill, because hepatitis B treatment is for lifelong. And so if once they are positive for HBsAg, we treat them. Some persons who may not progress to liver complications are forced to take treatment for the rest of their life, which is a pill burden. And then you also have to deal with adherence challenges, medication adherence challenges, the stigma, and also the financial burden for paying for these medications. So we wanted to think about what the optimal strategy will be to implement in this context. Should we go for the risk stratification strategy, which is currently what is being implemented or recommended, or do we switch to the treat-all strategy as proposed by some experts? And here there were no data from Africa, and we wanted to understand the perspective from healthcare workers. So we employed a method known as the discrete choice experiment method. Briefly, it's a method. This is a method of understanding individuals' perspective by presenting them with different hypothetical scenarios comprising of competing attributes. And so, for instance, we want to ask them, want to know about their preferences to treat, and then we need to present to them attributes for them to make their decisions on. And so with their choices, we're able to assess the trade-offs between attributes and their decisions, and we're able to evaluate their preference. So for this experiment, these were the attributes. We had 4 important attributes, which we wanted to see how healthcare workers weigh to recommend treatment. The first one is the clinical benefit of treatment. And here, we presented this using the number needed to treat, the NNT. Basically, the NNT refers to the number of individuals who needs to be treated to prevent one case of
an adverse outcome. In our case, it's liver cancer. So here, we wanted to see how many individuals will need to be treated to prevent one case of liver cancer. And these are the 4 levels we have to present: 10 persons to be treated, 50 persons, 100, and 1,000. And here, the lower the number of persons you need to treat to prevent one case of liver cancer, then it represents a better clinical benefit. Because I mean, if you have to treat 10 persons to prevent cancer, it's better than treating, having to treat 50 persons or having to treat 1,000 persons. So the lower the number needed to treat, or the higher the viral levels, then the better the clinical benefit. Meanwhile, the number needed to treat is just a proxy of the viral load levels. So these 10 individuals needed to treat here corresponds to an individual who has a HBV viral and viremia of over 200,000. And this 50 here represents an individual who has HBV DNA viral load level between 2,000 to 20,000. And 1,000 represents people with very low viral levels of less than 200. Currently, the strategy recommends treatment for this set of people, people with from 2,000 to more than 200,000 IU per mil viral load levels. So here I wanted to see again the clinical benefit of treatment and how healthcare workers in Africa decide to treat based on the number needed to treat. The second attribute is the treatment duration. So the duration of treatment for the individual. Current hepatitis B treatment is lifelong. So here we use 20 years to mimic or to represent the long-term treatment duration. And then here we used 1 year as well to represent potential clinic therapies that could cure hepatitis B within a short duration. And then thirdly, we looked at the medication cost as well, which is how much the patients have to pay out of pocket for their medications. And here we considered if it's free, if they don't have to pay anything, or if they have to pay $3, $50, and $500. So, and then lastly, the fourth attribute is the safety, which is like the frequency of serious adverse events, and here we consider the rare occurrence and the common occurrence. So in a typical DCE, what you do, you present scenarios that combines levels of these attributes, and then you ask the respondents to choose to make their choice. So for example, here we said this is a sample scenario where you have to imagine that the individual's disease status is maybe 100 individuals. 100 individuals needed to be treated to prevent one case of liver cancer over the next 20 years. Which is this level of clinical benefits. And same individual you need to treat for 1 year at an out-of-pocket monthly cost of $3, and the medication has a common occurrence of serious adverse events. And in this situation, we ask the respondent if they will advise the individual to start antiviral therapy, yes or no. So based on these and how they respond to scenarios like this, we are able to evaluate their preference and assess their trade-offs. So yeah, we gave an imaginary situation to our respondents. Here we said for our respondents to imagine a 35-year-old adult who was incidentally found to have chronic hepatitis B infection, and the individual has no symptoms, has no significant past medical history, and doesn't smoke or take any other medication, and doesn't drink alcohol regularly, and doesn't have any signs of kidney problems according to blood tests. So this was just to condition the mind of our respondents to what's to the kind of individual that they have to think about. And so based on this imaginary hypothetical individual, we presented the choice task, the DCE scenarios to them. So these an example of the questions that are presented to them. So this individual has his status suggests that 100 individuals needs to be treated for 1 year at $3. And given this combination of scenarios, and then we ask our respondents if in this situation they will advise the individual to start antiviral therapy, yes or no. And then we also wanted to look, see their treatment eagerness, and so we wanted to understand how certain they were about their choices. And so we also asked here how certain they were about their choices and on the scale of 1 to 10. So each respondent answered about 8 of these scenarios. So yeah, in summary, it was a single profile discrete choice experiment. The questionnaire was designed, it was self-based, an internet questionnaire, and the participants responded to 8 choice scenarios each. And our participants were healthcare workers from Africa, including doctors, pharmacists, nurses, laboratory staff, and public health professionals, and then they had to be working in Africa. And then the questionnaire was composed of 4 different parts. The first one explaining what the study is and the pros and cons of antiviral therapy, its advantages and disadvantages.
And also the description of the clinical context, and the DCE attributes and levels, explaining to them what each attribute and level means, and then the experiment with 8 choice tasks, and finally we had a demographic survey of our participants. We did lots of statistical analysis, but for the purpose of this presentation, I'll just present these 3. Evaluation of treatment preference and the eagerness of respondents, the factors associated with uniform responses, here serial treatment recommenders, and modeling predicted treatment acceptance. So before I jump in here, I'll just give a brief descriptive summary. We had a total of about 551 responses from about 46 African countries, majorly from the east and western part of Africa. Healthcare respondents were majorly medical doctors, and then the other non-medical professionals made up about 35%. Also, in terms of the response behavior, we predetermined a way of assessing if people were given rational responses or not, because it's possible in such experiment like this where people don't actually think about the questions and then they just answer yes, no, yes, no. And so we wanted to identify people who actually thought about these questions before giving the responses. And so we had a predetermined way of assessing the rational responses. So out of the 551 eligible responses, 85.3% of them gave rational responses, while about 15% gave at least one irrational response. And then we also had people who responded uniformly and non-uniformly. So non-uniformly means that for each scenario, they had to alter their choices. Maybe for one, they were like, yes, we'll treat. And then for the other, they said no, that they don't have to treat. And there were some other respondents who had to pick either I treat throughout, irrespective of the combination of the scenarios, they choose to treat or they choose not to treat. So those we called uniform responders. So for non-uniform responses, we had about 76%. Majority of people gave non-uniform responses. And then about 21% responded treatment in all given scenarios, irrespective of the combination of attributes and levels. 11%, about 2.3% responded no in all given scenarios. For further analysis, we excluded the non-treatment recommenders because the sample size was really very little. So we focused on the non-uniform responses and the people who responded to treat in all scenarios. That means people who are recommending treat or strategy. So here I present to you the marginal effects of the treatment decisions of non-uniform respondents. Now here, non-uniform respondents, because people who gave uniform responses, there was no way for us to understand how they made trade-off between each of the attributes. So here, for the marginal effect, we focused on just non-uniform respondents. And so here, the marginal effect is basically the change in probability of making a choice as the levels of each of these attributes changes. And on the y-axis here, we have the probability, and on the x-axis, we have each attribute and their various levels. So what we found out was that for all the attributes, the probability of recommending treatment reduced as the levels of each attribute increased or got worse. So for instance here, compared to the reference level of 10 individuals needed to treat, if it's 50% needed to treat, then the percentage points reduced by 9%, by 9. There's a decrease by 9 percentage points. And then if it's 1,000 person needed to treat compared to 10, then there's a decrease by 37 percentage points. And then the same thing for the duration as well. Compared to 1 year treatment duration, if you have to treat for 20 years, the average change in probability of recommending treatment reduces by 18 percentage points. We found the biggest decrease in probability of recommending treatment in the cost. At about 500 USD, there was a decrease in by 56 percentage points. And then also for the safety, if compared to rare occurrence, if the treatment poses or gives common serious adverse occurrence, then there's a decrease by 14 percentage points. So all attributes were significant. The healthcare workers considered all attributes when recommending treatment. And then here we looked at factors associated with, serial treatment recommendation. This means that they consistently recommended treatment irrespective of
the combination of the attributes. So here, for instance, with this scenario, they said yes, they were going to treat. Here as well, they said yes. So for all 8 scenarios, they consistently said they were going to treat. So we wanted to identify the factors that were associated with this kind of response, and we found that medical professionals, actually doctors, were the least to serially recommend treatment compared to non-medical professionals, and particularly midwives and public health practitioners. These people were more likely to serially recommend treatment compared to the doctors. Here I present results of the treatment eagerness of all respondents. Now, for all rational respondents, about 470 of them, for all rational respondents, similar to the marginal effect, we see that there's a decrease in the preference to treat. There's a decrease if you look at the coefficient as the level of each attribute got worse, then the propensity to treat reduces for all of the attributes. And then they were all significant. This applied to all rational respondents. But then when we looked closer at people who serially recommended treatment, who always want to give treatment at all times, we found out that the benefits obviously had no effect on their choice. And also the occurrence of serious adverse events also had no effect. But then the duration of treatment and the cost significantly influenced their decisions, meaning that even if they wanted to recommend treatment at all times, they were sensitive to how long the person needs to take treatment and then the cost of the medications, because patients have to pay out of pocket. So just the duration and the out-of-pocket costs were influenced the treatment eagerness of serial treatment recommenders. And then finally, we did some modeling to predict treatment acceptance, how much support could be gotten for different treatment profiles. And here we predetermined 90% to be optimal acceptance, meaning strong healthcare worker support, and 70% to mean at least minimal acceptance or basic healthcare worker support. So here on the x-axis here we present the predicted acceptance, and on the y-axis, and on the x-axis here we present the cost of the medication. Each of these represents the risk for each individual. So for example, NNT8 refers to or reflects an individual who has a viral load level of 200,000 IU per mil, and 138 reflects an individual who has a viral load of less than 200 IU per mil. So we found out that looking at the graph, you see that optimal treatment acceptance was consistently gotten for these two groups, NNT8 and NNT30. And then for NNT103, individuals with less than 2,000 IU per mil, we only get optimal acceptance when the cost is as low as or less than $10 per month. Here, I marked here to identify the present, what the cost of medications is in African context, and it's currently around $3 to about $30 per month. It varies across different countries. And here, we see that for the least individuals at least risk, we don't actually get optimal acceptance for them to be treated, even if medication is free at zero. And so this here represents, current day treatment options, because 20 years for long term, and then treatment currently is quite safe. So we present very serious adverse events. And with its present day scenario, healthcare workers seeing the results show that they tend to prefer to treat people who have viral load 2,000 to above 200,000 IU per mil. And then here we looked at if medication that is also taken for long term, but then they have common serious adverse events, that means worse serious adverse events. And in this case, the acceptance of treatments reduces. Optimal acceptance is still gotten for people who are at high risk, NNT8 and 30, but then the acceptance reduces for people who are at moderate risk, and very just basic acceptance is gotten even if medication is free for people who are the least risk, that is at 200 IU per mil. So we found that treatment preference currently was strongly influenced by medication cost,
and clinical benefit alongside safety and duration. Actually, all attributes were important for the healthcare workers. But then we think that the results suggest that African healthcare workers may still prefer a risk stratification strategy, prioritizing individuals with viral load level above 2,000 IU per ml, because we had significant reduction in treatment support with lower clinical benefits. Healthcare workers in Africa still think about the disease characteristics and consider it a lot in their treatment decisions for hepatitis B. And also, we saw that the treatment eagerness of serial treatment recommenders, that means people who were pro-treat all and wanted to treat, who advocate for the treat all strategy, regardless that they advocate for these, we found out that their decisions were still influenced by medication costs and treatment duration, highlighting the fact that affordability remains a critical barrier in African context. And then at critical low levels, yes, this result is not presented here, but we found that at critical low levels of clinical benefits, maybe 1,000 individuals to treat to prevent 1 case of liver cancer, meaning really, really low clinical benefit. We found out that serial treatment recommenders, about 20% of them opted against treatment, meaning that even if they advocate everyone to receive treatment, if the clinical benefit is very, very low, then some of them, they actually opt against treatment. And then from our modeling, we saw that consistent optimal treatment was gotten for individuals at high risk, for at high risk 200,000 IU per ml, or this is from 2,000 IU per ml to 200,000 IU per ml and above. So which reflects what the current recommendations gives. So future medications at least have to maintain same or better safety profile from what we saw from the modeling here, that once the adverse the safety profile reduces, then there's a serious drop in the support for treatment. So also we found that professional background, amongst other factors, influences treatment decisions. Non-medical and public health professionals were more likely to seriously recommend treatment compared to medical professionals. And even amongst medical professionals, we found out that hepatologists are the least likely to seriously recommend treatment compared to other medical specialties. So maybe hepatologists compared to surgeons or to family medicine and the likes. We found out that the medical specialty of hepatology were the least likely to seriously recommend treatment compared to the other medical specialties. So we think that the feasibility of a full treatment expansion, which is like a treat-all strategy, will require addressing economic and systemic barriers, specifically reducing the out-of-pocket medication and decentralizing hepatitis B care, which currently is still centralized in many African countries. And at least for now, we need to maintain risk stratification in the African context and use or advocate for simpler or cheaper diagnostics to simplify eligibility assessment and improve treatment coverage in this region. Yeah, thank you. Thank you very much, Damzi. Excellent presentation. So we are running a little bit late, mainly because I came late. So, but you stuck to time. Thank you very much. Are there a few quick questions that we can ask? And I really appreciate your work. Well, I knew it before, but I found that your presentation was particularly, at least clear to me, and very interesting results and conclusions. But please, if there are a couple of questions. Yeah, I have a quick question about what you're measuring here. If I'm correct, you're measuring the likelihood that healthcare workers are going to recommend the treatment, which is not the same as the likelihood that the patients are going to accept the treatment, right? So how close do you think these two results are going to be? Notably, I'm thinking about the cost. So again, the cost, it's not the healthcare workers who are going to pay the cost, it's the patients. So how do you think that's going to impact your results in terms of implementation? Yeah, thank you. Actually, this we evaluated from healthcare workers' thought, and then we have further studies going on right now to see what we actually think from the patient's perspective. And so, yeah, that's a limitation because I mean we didn't assess what patients think, but that's an ongoing study to actually see what patients think and if they will accept treatment or not. But from the healthcare workers' perspective, this is what they think. Alexandra? Hey, Damzi, great presentation. Just a quick couple questions. So first of all, could you just briefly
explain how you recruited your healthcare workers to participate? And then also, can you just briefly expand on the rational behavior assessment that you mentioned? It sounded quite interesting, but I wasn't really sure how you parsed rational from irrational behavior. Okay. Okay. So first for the question about how we recruited healthcare workers, we leveraged on a network of hepatitis B programs in Africa. For example, we used the HeptaNet, Hepatitis B network in Africa, and the Coalition for Global Health Elimination. They have a network of healthcare workers who work on these. And so we used their network and sent emails to them and the questionnaire to them also for them to answer. And then we also encouraged them to share as well with their fellow healthcare workers. And so that was how we were able to get healthcare workers to participate in this study. It was completely online. And then for how we were able to understand rational and irrational behavior, now we predetermined, okay, so for example, I give an example with these scenarios. Here we have 100 individuals needed to treat 1 year and $3 with common adverse events. And here we have 10 individuals to treat, 20 years duration, $5 and rate. So we looked at all scenarios and compared them, and we were able to identify some scenarios that were superior to the others. So if a respondent chose to recommend treatment in an inferior scenario, and then choose not to recommend treatment in a scenario which was superior or better, then we consider that an irrational response, because we already knew scenarios that were better than the other. So if you choose to recommend treatment in a scenario which is worse than another scenario that is better, then we consider that an irrational response. Okay, yeah, that makes sense. So if did you present like one scenario that was kind of the ideal and one that was the worst scenario in your 8 questions? Yeah, so among the 8 questions, I mean, this was not visible to the respondents, but behind the scenes, we knew which scenarios were better than the others. So based on that, we were able to identify those who made rational or irrational responses. Okay, great, thanks. Bon, et ben merci à tout le monde et surtout aux 2 présentateurs. Et puis, bonne fin de journée et bon week-end à suivre. Bon week-end à tout le monde. Ouais.